Pour étudier Doctolib, nous nous pencherons sur 4 aspects: sa création, les différentes levées de fonds, son business model, sa stratégie de croissance. Tout d'abord la création. Stanislas Niox-Château, président et l'un des 4 cofondateurs, fait 3 constats. Le premier est qu'il y a 1,5 milliard de prises de rendez-vous médicaux en France par an, contre seulement 200 millions de réservations d'hôtels, alors que tout le monde connaît Booking.com. Le second est que, pour les patients, le parcours de soins est complexe, avec des prises de rendez-vous parfois difficiles et un manque d'information et de suivi. Fluidifier le parcours de soins des patients est donc un besoin latent. Enfin, les tâches administratives représentent le tiers du temps des praticiens et la gestion de rendez-vous est leur enjeu numéro 1. Ainsi, en décembre 2013, les 4 cofondateurs lancent leur concept avec 50 praticiens. Ils sont notamment soutenus par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et par la ville de Paris. En décembre 2014, plus de 1000 praticiens issus de 80 spécialités sont réservables en ligne. En février 2015, le site atteint 1,5 million de patients par mois. En mai 2016, Doctolib démarre son expansion européenne par l'Allemagne et atteint 4 millions de patients par mois. En novembre 2017, 30 000 praticiens utilisent Doctolib, dont 1000 en Allemagne. 12 millions de patients consultent doctolib.fr tous les mois. L'équipe Doctolib est composée de plus de 380 personnes. Nous allons maintenant étudier la stratégie de financement de Doctolib et montrer que Doctolib a su s'entourer d'investisseurs ciblés et a su respecter un calendrier subtil. On va tout d'abord regarder quels investisseurs ont été ciblés par Doctolib au cours de ces 6 levées de fonds. Donc la première levée de fonds en février 2014 ne fait investir que des business angels. Les business angels sont des personnes physiques qui investissent à titre individuel au capital d'une entreprise innovante à un stade précoce, donc au moment le plus risqué de l'investissement. Ils mettent à la disposition de l'entreprise leurs compétences, leur expérience, leur réseau relationnel et une partie de leur temps pour accompagner l'entreprise. C'est pourquoi l'argent ainsi levé auprès de business angels peut être qualifié de smart money. En février 2014, il s'agit notamment de Bertrand Gellensperger, le fondateur de lafourchette.com. En novembre 2014, Doctolib continue avec sa stratégie et lève cette fois 4 millions auprès de nouveaux business angels, dont Pierre Kosciusko-Morizet et Pierre Krings, les 2 fondateurs de Price Minister. Les levées de fonds suivantes deviennent trop élevées pour pouvoir faire intervenir exclusivement des business angels, et c'est pourquoi en octobre 2015, quand Doctolib lève 18 millions d'euros, ils font appel à 2 fonds d'investissement VC, Accel Partners et Kima Ventures. Mais on voit qu'ils ne renoncent pas à leur stratégie de smart money, parce qu'en plus de ces 2 fonds, on aperçoit l'entrée de Nicolas Brusson au capital de Doctolib, Nicolas Brusson, un des cofondateurs de Blablacar. Et cette stratégie de smart money ne s'arrête même pas à ce 3e tour de table, puisqu'il continue en janvier 2017, lorsque Doctolib lève 26 millions d'euros. Cette fois, on aperçoit que Ludwig Klitsch rentre dans le capital de Doctolib. Cet homme n'est autre que le CEO du réseau allemand de cliniques CIP Group, et l'entrée de cet investisseur est à mettre en relation avec la stratégie de développement international de Doctolib. Mais la stratégie de financement de Doctolib ne consiste pas seulement à cibler des investisseurs à forte valeur ajoutée. Elle repose aussi sur un calendrier très subtil, où les fonds ne sont pas levés au hasard et permettent à Doctolib d'accélérer sa croissance en France et à l'international. Cela se voit très bien dans le graphique à l'écran qui vous montre la forte corrélation entre le nombre de médecins inscrits sur la plateforme de Doctolib et les fonds levés par cette entreprise. Nous allons désormais nous concentrer sur le business model de Doctolib. Jusqu'à maintenant, l'activité principale de Doctolib a été la dématérialisation de la prise de rendez-vous médicaux. La première partie de l'étude du business model se concentrera sur les sources de revenus de Doctolib. Doctolib a décidé de ne pas faire payer ses services aux patients, afin de maximiser l'acquisition des usagers, rendant ainsi la plateforme plus attractive pour les professionnels de la santé. La start-up a ainsi décidé de faire des médecins la source principale des revenus de son service. 109 €, c'est le prix dérisoire que doit payer un médecin pour utiliser Doctolib chaque mois. Les revenus viennent donc des professionnels de la santé pour qui la valeur ajoutée du service est énorme. Face à ces revenus viennent des coûts, avec une particularité forte. Les coûts fixes sont très élevés. Doctolib emploie déjà plus de 500 salariés et le développement de la plateforme ainsi que l'acquisition initiale des médecins, qu'elle soit par croissance externe ou organique, a nécessité des investissements initiaux massifs. Comment faire face à ce genre de coûts? Avec des revenus mensuels par médecin pas énormes,
Il s'agit pour Doctolib de maximiser le nombre de médecins utilisant son service. Avec près d'un quart du marché français, Doctolib peut aujourd'hui se targuer d'avoir un chiffre d'affaires théorique d'environ 71 millions d'euros en France, sur un marché potentiel de 295 millions d'euros. Passons désormais à l'analyse. Pourquoi ce business model est-il bon? Premièrement, les revenus. En plus d'être relativement élevés, les revenus sont réguliers. C'est central pour une start-up qui doit rassurer les investisseurs et générer des revenus certains. Secondairement, les coûts d'entrée. Les investissements initiaux sont très forts et cela permet de limiter la concurrence dans les stades initiaux du développement de la start-up. Troisièmement, la réplicabilité du modèle. Une fois les investissements initiaux payés, Doctolib peut se permettre de répliquer son modèle à l'étranger et ainsi de gagner de grandes parts de marché. Si ce business model est bon, il s'agit aussi d'évoquer ses limites. Il sera forcément bouleversé par la stratégie de croissance de Doctolib et par les acquisitions de la start-up qui, en grandissant, changera forcément son modèle de coûts et de revenus. Nous allons désormais évoquer les grands axes de croissance de Doctolib. En premier lieu, Doctolib va bénéficier du marché de la téléconsultation. Ce marché n'existait pas en 2016 car les consultations n'étaient pas prises en charge par la sécurité sociale, ce qui les rendait très peu attractives. Mais, en 2017, la téléconsultation est devenue remboursable à hauteur de 25 € pour les patients des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Puis, à partir du 15 septembre 2018, les téléconsultations de l'ensemble des médecins généralistes sont devenues remboursables, et ce, pour tous les patients. Ce dernier changement de la réglementation a donc donné la voie à un marché extrêmement important. En effet, la proposition de valeur est alléchante. Les déserts médicaux seront largement réduits et la clientèle des médecins, notamment en zone rurale, sera considérablement augmentée. Pour le patient, il pourra procéder à une consultation sans mettre son nez dehors. Ce marché est ainsi extrêmement attractif et estimé à plus de 2 milliards d'euros en France dès 2025. D'ailleurs, de nombreuses startups sont sur le coup, notamment Livy et Care, qui est soutenu par AXA. Doctolib a aussi, bien sûr, sauté sur l'occasion. Nous inaugurons aujourd'hui la vidéoconsultation. On a donc choisi de l'intégrer entièrement dans les applications de Doctolib que les patients et les médecins ont déjà l'habitude d'utiliser. Concrètement, le patient prend rendez-vous avec son médecin, comme il le fait d'habitude sur Doctolib. Il choisit simplement le motif « consultation vidéo » si celui-ci le propose. Minutes avant le rendez-vous, le patient est invité à se connecter à la salle d'attente virtuelle. Lorsqu'il est connecté, le médecin est averti à son tour. Dès qu'il est disponible, il peut alors démarrer tout simplement la vidéoconsultation avec le patient. Si besoin, à la fin de la consultation, le médecin peut fournir une ordonnance au patient, qui la trouvera alors dans son espace sécurisé sur Doctolib. Il facture le montant approprié en un clic et transmet la feuille de soins à l'assurance maladie pour que le patient soit remboursé. Un autre axe de croissance important est celui des objets connectés. Ils ont fait une percée précoce dans le monde de l'e-santé, car dès 2013, 60% du marché IoT était destiné à l'e-santé. Mais ce n'est pas fini. Dans le monde, on estime aujourd'hui à 400 milliards le marché des IoT destinés à la santé d'ici à peine 3 ans.